Cette semaine, nous sommes dans la province d'ici de Kivu, dans la ville de Bukavu, où nous recevons l'une des très grandes personnalités de l'AFC en 23, le coordonnateur adjoint de cette coalition qui est chargé de la mobilisation et des questions financières, mais aussi le président du MRDP à Twigwanur. Bonjour, monsieur le président, et bienvenue. Bonjour. Pour peut-être commencer cette interview, avant-hier, vous avez visité le déplacé d'Ouvira qui sont à Kamagnola. Quel était le message et après la visite, quel est votre constat? Euh, le premier et le plus grand message, c'était un message de compassion. À Kamagnola, nous avons nos compatriotes qui sont venus de la ville d'Ouvira et qui sont victimes d'une discrimination sélectionnée, mais aussi d'une exclusion de la société. Nous sommes allés leur dire que nous sommes ensemble, nous souffrons avec eux, mais aussi leur donner un message d'espoir, que tout ne s'arrête pas là-bas. C'est une étape de la vie, mais la vie continue. Et ça fait partie de notre lutte. Et la guerre n'a pas toujours une trajectoire linéaire, comme je l'ai dit là-bas. Il y a des hauts et des bas, mais nous devons toujours garder notre espoir. S'il faut un peu aller rentrer en arrière, ce qui est déplorable, c'est que nous sommes entrés dans la ville d'Ouvira le 10 décembre, alors que la communauté Banyamulenge était discriminée au niveau d'Ouvira. Ils ne pouvaient pas aller puiser de l'eau, ils ne pouvaient pas aller au marché, ils ne pouvaient pas être vus en public. Pendant 10 mois, ils faisaient acheter leurs vivres par les voisins. Ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Après notre prise d'Ouvira, nous avons sécurisé toutes les communautés confondues. Personne ne s'est plus senti marginalisé, discriminé, exclu pendant les 1 mois que nous sommes restés à Ouvira. À cause de toutes ces négociations qui sont en cours et pour prouver notre attachement à la recherche d'une solution politique à la crise, nous étions obligés de quitter Ouvira. Mais en quittant Ouvira, le même jour, la population Banyamulenge a été chassée d'Ouvira. Leurs maisons vandalisées, leurs biens pillés, même leurs églises détruites jusqu'à la fondation. Il y en a qui pensent qu'ils ont fui pour rien. Mais si ils ont fui pour rien, pourquoi leurs maisons sont détruites? Jusqu'à hier, il y avait 56 maisons qui ont été détruites parce qu'elles appartiennent au Banyamulenge. Il y a 4 églises qui ont été détruites parce que la plupart des membres de ces églises sont des Banyamulenge. Alors, le niveau de la haine, le niveau de l'exclusion, ça prouve à suffisance pourquoi nous nous battons et pourquoi nous devons encore nous battre. S'il y a une chose qui est sortie de là, c'est la détermination à se battre encore davantage pour réparer ce pays. Merci. Monsieur le Président, vous avez parlé d'Ouvira. Pourquoi avoir choisi quitter la ville d'Ouvira et pourquoi vous demandiez une force neutre dans cette ville d'Ouvira? C'était la suite des négociations et une pression internationale qui nous demandait de faire bonne foi pour rétablir encore les négociations de Doha. D'abord, premièrement, on a pris la ville parce que la population était sous le joug. Maintenant, le gouvernement se plaignait, mais disait qu'il allait protéger la population. Mais vous avez vu ce qui est arrivé. Si jamais
cette population n'était pas à mesure de... Si cette population n'était pas à mesure de quitter Uvira le dimanche matin, il y aurait eu un carnage humain. Ça aurait été un abattoir humain. Le fait pourquoi, je pense ta question, c'est plutôt pourquoi la ville est restée dans les mains de Wazalendo, dans les mains des FRDC, alors qu'on s'était entendu qu'il y aurait une force neutre. On a négocié la MONUSCO, on a fait des réunions avec la MONUSCO, on a écrit au secrétaire général des Nations Unies, mais avec la bureaucratie des Nations Unies, on n'a pas été à mesure d'avoir cette force à Uvira avant les dates fixées pour notre retrait. Mais déjà, cela aussi prouve que les forces gouvernementales ne peuvent pas sécuriser toute la population et que la discrimination que nous décrions tous les jours, elle n'est pas imaginaire, ce n'est pas une victimisation, ce sont des faits réels, ce sont des vies humaines qui sont mises en danger. Parlons un peu de vous, à part vos fonctions dans la coalition de l'AFC en 23, d'être coordonnateur adjoint. Vous êtes aussi le président du MRDP et Twigwaneho. Quelle est la vision de ces mouvements? Quel est le but de ces mouvements? Elle n'a pas été fondée. C'était une réaction de résistance populaire qui est née spontanément suite aux besoins de survie. Lorsque la population a arrêté de protéger une partie de la population, elle a soumis à la merci de groupes armés et des forces voisines qui étaient belligérantes et animées de discours de haine et de violence. Quelque chose devait se faire. Alors, cette réaction est née spontanément, elle a grandi, elle est née dans le souci de survie. En fait, le terme même Twirwaneho, le devise, c'est le choix entre baisser les bras et mourir ou se battre pour survivre. Nous avons choisi de nous battre pour survivre. Et aujourd'hui, même dans la coalition, ce souci de survie de cette partie de la population congolaise qui est menacée, discriminée et exclue fait partie de nos revendications et de nos préoccupations. Mais plus nous sommes dans la lutte, plus nous comprenons que chercher à protéger cette population seulement, lutter pour la protection de cette population, c'est comme faire un traitement symptomatique d'une maladie comme le cancer par exemple, ou la malaria. Vous donnez un comprimé pour les maux de tête, un comprimé pour la fièvre, mais vous ne traitez pas la source de la maladie. Ces problèmes émanent de la mauvaise gouvernance et nous devons réparer cette gouvernance. Nous devons changer la gouvernance. Une bonne gouvernance éliminerait tous ces problèmes pour lesquels nous nous battons aujourd'hui et ça fait partie des causes profondes que nous discutons à Doha dans les 6 protocoles que nous avons énumérés dans notre accord cadre à Doha. Parlons un peu de cette question qui fait aussi la rage dans la République démocratique du Congo. Les Tutsis congolais et les Banyamulenge en particulier sont victimes d'une politique d'exclusion. Quel est votre message à la communauté internationale et aussi au régime de Kinshasa? La communauté internationale entend parler des pertes en vies humaines, des morts. Et parfois, pour eux, ce sont des statistiques. Il y a eu 15 morts, il y a eu 20 morts, il y a eu 60 morts. Mais pour nous, c'est nos familles. Ce sont des vies humaines. Ce sont des familles détruites qui ne se rétabliront jamais, qui ne sauront se restaurer à l'état initial encore. J'en suis victime.
le 22 septembre 1996, j'ai perdu mon papa et mes 3 petits frères en un jour. Ils ont été tués pour ce qu'ils sont. L'un de mes petits frères qui est mort, il avait 11 ans. Il ne savait même pas qu'il était Tutsi. Il ne parlait pas Kinyamulenge. Mais il est mort parce qu'il est Munyamulenge. Tout en ne sachant pas qu'il l'était. Cette histoire est réelle. Ce n'est pas une machination. Ce n'est pas une victimisation. Aujourd'hui, je suis orphelin. Je l'ai été à un bas âge jusqu'à aujourd'hui. Ma famille n'est plus la même. Quand on dîne à table le soir, on n'est plus au complet. Il y a 3 enfants qui manquent, il y a le papa qui manque. Il faut que les gens comprennent qu'au-delà des chiffres, au-delà des discours, ce sont des familles entières qui sont transformées irréversiblement. Alors, quand nous parlons de la discrimination, de l'exclusion, de la déshumanisation, elle est réelle. Et je m'excuse, il y a des gens qui, pour des raisons politiques, exploitent cela ou veulent nous faire comprendre que nous nous victimisons. Mais ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, la destruction des maisons de Banyamulenge, alors qu'ils ont fui, ils ne veulent même pas rester avec ces maisons, les occuper, mais ils veulent les détruire jusqu'à la fondation. C'est une preuve d'une haine inhumaine. Et ces médiateurs, cette communauté internationale doit comprendre que c'est réel, ce n'est pas imaginaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est par ici que nous terminons cette interview. Nous étions avec le coordonnateur adjoint de l'AFC en 23 en charge des questions financières et des mobilisations. À très bientôt.